Hello, bienvenue sur Reportart et pour cette série de vidéos spécialement pour la rentrée. Comme j'ai cette chaîne depuis maintenant 7 ans, si je ne m'abuse, ça fait très longtemps, bref. Quand j'avais commencé la chaîne, forcément je voulais aider les nouveaux étudiants, etc. Surtout ceux en histoire de l'art, pour ceux qui débarquent juste à l'instant sur cette chaîne. Et j'avais fait pas mal de vidéos autour de la fac, de comment on s'organise, des fournitures, des plannings, etc., etc. Sauf que c'est des vidéos qui maintenant ont très mal vieilli et vraiment il y a un step entre la moi d'il y a 7 ans évidemment et heureusement et la moi d'aujourd'hui. Du coup, je vous avais demandé sur Insta si ça vous plairait que je fasse des updates, en fait, des versions un peu plus actuelles de ces vidéos-là. Moi, j'ai fini les études depuis un moment maintenant. Pour ceux qui débarquent, je vais résumer, mais là, les vidéos que je vais faire, c'est vraiment du global sur la fac et pas spécifiquement sur une licence en particulier. Il y aura peut-être quelques points de temps en temps, mais ça sera des infos qui marchent pour tous. Donc, moi, j'avais fait ma licence d'histoire de l'art et d'archéologie à Paris 1. En 3e année, je me suis spécialisée en histoire de l'art et histoire de l'art contempo. Et ensuite, en master, j'ai fait 2 ans de master de recherche toujours à Paris 1 et je me suis spécialisée en 19e siècle. J'ai fait 2 mémoires, blablabla. Allez voir sur la chaîne, il y a des infos là-dessus. Et pareil pour vous guider aussi, si voilà, vous avez des questions précises sur la fac, etc. Il y a quand même des vidéos qui restent assez actuelles et d'une qualité suffisante pour que vous puissiez avoir vos réponses. Donc je vous invite à aller sur mon Insta où j'ai tout répertorié dans une story à la une où tout est classé par thème, par questions qui m'ont été posées dans certaines FAQ qui étaient vraiment sur la fac, etc. Et maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer ce cycle de vidéos par les fournitures et le planning, parce que forcément, quand vous allez aller à la fac, vous n'allez pas aller sans rien, donc va falloir quand même que je vous parle un petit peu, parce que pour ceux qui sortent du lycée, il y a des choses qui vont changer. Je vais quand même avant vous parler de l'emploi du temps pour que vous puissiez mieux comprendre après les fournitures. Alors, à la fac, vous n'avez pas que des cours comme vous pouviez avoir au lycée. Vous avez 2 types de cours, donc les CM qui sont les cours magistraux et les TD qui sont les travaux dirigés. Les CM, c'est vraiment les cours en grand amphi, comme ce que vous pouvez voir dans les séries, dans les films, etc. Je vous dis tout de suite, si vous entendez des bruits en fond, c'est mon petit chat qui soit joue, soit est en train de manger, bref. Donc, les CM, c'est les cours où vous serez les plus nombreux, c'est les cours où vous serez les plus facilement déconcentrés. Et ça va être un cours sur, je sais pas, par exemple, je vais donner pour l'histoire de l'art, ça va être un cours sur l'art du 19e, ça va être un cours sur l'histoire contemporaine, ça va être un cours sur l'art et l'archéologie de la Grèce antique, ce genre de choses. Et ensuite, vous avez les TD, les travaux dirigés, qui vont venir compléter ces CM, parce que comme c'est des grandes amphis, etc., et que vraiment là on est dans un cours où on a un prof qui nous fait un cours classique, on va dire, et qu'on prend nos notes comme ce qu'on peut faire au lycée. Les TD, on va être dans des classes plus réduites et c'est souvent des cours qui sont dirigés par des doctorants, souvent, mais c'est pas toujours le cas. Et on va revenir sur ce qui a été dit en CM. S'il y a des choses, par exemple, que vous n'avez pas comprises pendant le CM, c'est pendant les TD qu'il faut les poser. Et c'est aussi là où vous aurez, vous serez évalué en contrôle continu, on va dire, où vous aurez des devoirs à rendre, des exposés à faire, voilà, globalement, des petites interrogations, ce genre de choses. Et donc c'est vraiment un complément du cours magistral. Je vous dis tout de suite parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà paniqué à la mention du mot exposé. En première année, vous êtes encore autorisé à faire des exposés à 2 et c'est souvent des analyses d'œuvres. Donc souvent au premier cours,
le prof va vous défiler un PowerPoint avec plein d'œuvres et il faudra choisir une œuvre que vous avez envie d'analyser devant la classe. Évidemment, c'est des exposés qui se préparent en amont et vous exposez du coup vos recherches et vous expliquez l'œuvre devant vos camarades. Ça peut être très stressant, mais généralement, quand vous tombez sur de bons profs, ils savent que c'est peut-être potentiellement un peu la première fois que vous faites un commentaire d'œuvre, que c'est stressant de passer devant tout le monde, etc. Donc en vrai, ils le savent et malheureusement, ce cas d'analyse d'œuvre en exposé pendant des TD, c'est des trucs qui vont vous suivre pendant toute la licence. Donc malheureusement, il va falloir s'y faire. Je sais que ça peut être très angoissant. Moi, j'étais très angoissée en L1, mais après voilà, ça s'est un peu décanté au fil des années et en prenant de l'âge. Mais voilà, je préfère vous prévenir là-dessus. Et les CM, comment ils sont évalués? Eh bien, c'est au partiel que vous aurez une note au CM. Les partiels, c'est donc ces fameux grands contrôles de fin de semestre où vous allez avoir un type d'exercice à réaliser, mais je reviendrai sur les partiels dans une autre vidéo parce que vraiment c'est tout un sujet à part entière. Donc voilà déjà pour comment se structure la vie des cours à la fac. Il y a aussi bien entendu, en plus de vos cours de spécialité, donc pour la licence que j'avais faite par exemple, vous avez des cours d'archéologie, des cours d'histoire de l'art, vous avez des cours d'histoire obligatoires, vous avez, je crois, il me semble qu'il faut au moins un cours de langue obligatoire, et ensuite vous aurez un cours à sélectionner dans une autre licence, une autre spécialité pour vous ouvrir un peu plus les horizons. Mais voilà, ça c'est une spécificité par contre pour l'histoire de l'art. Et du coup, pour ces cours-là, comment est-ce qu'on prend les notes? Est-ce que c'est mieux de prendre à la main, à l'ordi, machin? Est-ce qu'il y a besoin de matériel particulier? Moi, je vous le dis tout de suite, en L1, premier semestre, j'avais commencé à prendre mes notes à la main, que ce soit pendant les cours magistraux et pendant les TD. Et en fait, très vite, pendant les cours magistraux, j'ai pris à l'ordinateur parce que, en fonction des professeurs, il peut avoir un débit de parole quand même assez important. Et avoir le temps de tout écrire à la main, ça peut être compliqué. Et en plus de ça, pour une licence comme l'histoire de l'art, c'est quand même très pratique de taper sur ordi le cours pour pouvoir après intégrer les œuvres qui ont été abordées dans son cours et d'avoir du coup l'explication juste à côté de l'image. C'est quand même plus simple après pour réviser. Par contre, je me souviens que par exemple les TD, je prenais les notes à la main. Et après, je crois, au fil du temps, je prenais sur l'ordi, mais bon, ça c'est comme vous voulez. Et surtout, ce que j'ai gardé à la main, c'est les cours de langue, parce que forcément, on assimile quand même un peu plus en écrivant, et surtout qu'il y a des moments, si vous prenez des cours de langue dans des langues qui n'ont pas le même alphabet que nous, bon, là, ça paraît quand même logique, hein. Mais ça, enfin, je peux pas vous dire qu'est-ce qui va être le mieux parce que, par exemple, j'ai des copines qui ont fait toute leur licence en écrivant à la main. Je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles ont bien réussi leur étude, elles avaient de très bonnes notes et il n'y avait pas de soucis. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Je sais qu'il y en a qui assimilent mieux en écrivant. C'était mon cas, mais c'était pas tenable en CM. C'était pas du tout tenable en CM de procéder comme ça. Et puis c'est pareil, si vous prenez vos cours sur des feuilles volantes, faut ne pas les perdre. Faut avoir quand même une écriture lisible pour pouvoir se relire. C'est quand même toute une manutention, on va dire, pour écrire à la main. Donc c'est comme vous le sentez. Je voulais vous parler aussi, là ça va être spécifique à la licence d'histoire de l'art, mais peut-être que ça peut servir pour la licence d'histoire. C'est il y a 2 livres que je vous conseille, peut-être pas d'acheter parce qu'ils sont quand même chers, mais d'emprunter très régulièrement à la bibliothèque parce que c'est un truc qui va vous suivre pendant toutes vos années en histoire de l'art. C'est 2 guides d'iconographie parce que forcément en étudiant des œuvres d'art, on va tomber sur des iconographies qu'elles soient profanes ou religieuses, et quand c'est des textes et des références un peu obscures et qu'on ne connaît plus du tout, c'est toujours très utile d'avoir ce type de bouquin. Donc moi, je les ai achetés à l'époque en L1. Celui-là quand même coûte 19 € et celui-là coûte 25 €, ce qui peut être quand même un coût, mais je trouve que ça c'est, enfin, vous voyez, il est bien abîmé maintenant, mais c'est
C'est des guides pardon, qui valent le coup d'être achetés, je trouve, parce que, enfin, surtout, je sais pas si vous faites art de la Renaissance et tout, ça va être ardu, les épisodes, etc. Et puis en plus, si vous n'êtes pas très familier de mythologie, de religion, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Du coup, je pense qu'il y a peut-être quand même des versions plus récentes de ces bouquins. Donc à voir. Donc du coup, c'est Héros et dieux de l'Antiquité de Flammarion dans leur collection Tout l'art. Et vous avez ensuite la Bible et les Saints, toujours de chez Flammarion, par Gaston Duché-Suchot et Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, que j'adore, très accessible si vous cherchez des bouquins sur l'histoire de l'art, mais il va plus parler de l'histoire des couleurs. Mais je vous conseille, très simple à lire, Michel Pastoureau. Et du coup, ça se présente en fait comme une sorte de dictionnaire iconographique. Donc par exemple, vous avez une entrée, donc là nous avons Édouard le Confesseur. On en a parlé dans les vlogs de Londres d'Édouard le Confesseur, donc si vous le connaissez pas, allez voir ça. Et on va parler un petit peu de l'histoire, de la vie et de la légende autour de ce personnage, et ensuite comment il est représenté dans les œuvres, quels sont un petit peu les stéréotypes qu'on va trouver dans les œuvres. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais par exemple on va vous dire oui, très souvent ce personnage est représenté avec un sceptre, il a souvent une barbe très longue et est représenté en tant que vieil homme, voilà, ce genre de choses, et ça peut être pas mal du tout pour décrypter certaines œuvres, notamment quand vous avez des commentaires d'œuvres à faire en exposé. Et puis vous avez aussi des décryptages de passages bibliques pour ce cas ici, qui peuvent être pas mal si vous n'avez pas eu d'éducation religieuse, parce que moi par exemple c'était absolument mon cas. Aucune éducation religieuse, évidemment je connaissais quand même certaines choses et certaines bases, mais il y avait quand même pas mal de passages de la Bible qui n'étaient pas du tout clair pour moi, donc ce genre d'outil c'est assez indispensable. Et pareil du coup pour Héros et dieux de l'Antiquité, ça se présente quasiment sous la même forme. Donc attendez, je vais vous prendre un truc quand même un peu stylé. Celui-ci par contre est un petit peu plus illustré, donc par exemple vous avez l'entrée d'Hécate, qui est du coup une divinité grecque. Donc on va vous raconter un petit peu sa généalogie, qu'est-ce qu'elle est censée représenter, et ensuite on vous présente quelques images, comment elle peut être représentée dans les arts, etc. Donc là, par contre, vous avez des illustrations dans celui-là, ce qui explique qu'il soit plus cher. Mais du coup, ça c'est vraiment de très 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 bons outils. J'ai fait après d'autres vidéos sur les bouquins, sur ce qu'il y a notamment dans ma bibliothèque et tout, si ça peut vous donner des pistes. Mais très souvent, on va vous conseiller en histoire de l'art de lire Histoire de l'art d'Ernst Gombrich, qui est un livre référence pour notre discipline, mais qui a quelques erreurs, qui est très peu digeste. Ça m'arrive quand même de vous le mentionner quand vous me demandez quel livre lire avant la rentrée, si vous voulez vraiment lire des choses. Je pense que c'est bien pour se repérer au niveau des chronologies et voir un petit peu ce qui se passe tout au long de l'histoire, on va dire. Ça reste histoire occidentale, soit dit en passant, mais c'est très très peu digeste, et maintenant il y a des guides qui sont quand même beaucoup plus ludiques pour en apprendre plus sur l'évolution des arts au fil des siècles. Soit dit en passant, au niveau des fournitures, je vous conseille quand même d'avoir sur vous toujours des copies doubles, parce que en TD vous en aurez besoin pour rendre des contrôles, des QCM, des je ne sais quoi, pareil dans certains autres cours. En langue, ça arrive qu'il y ait des petites interros surprises en fonction des profs que vous avez, donc ça peut être utile quand même d'avoir toujours un stylo et quelques feuilles quoi dans une pochette. Je vous conseille fortement. Ensuite, on va parler du planning, parce que c'est quelque chose qui va changer. Généralement, quand vous êtes au lycée, en début d'année, on vous donne votre planning, et puis il est déjà fait, vous avez rien à faire. À la fac, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, le planning, c'est vous qui le façonnez en fonction des cours et des options que vous voulez sélectionner. Le nombre de cours et d'options que vous devez sélectionner sera précisé pendant votre pré-rentrée. À la fac, il y a deux rentrées, on va dire. Il y a la pré-rentrée qui va être importante quand même en L1
pour, surtout si vous n'êtes jamais allé à la fac pour le moment, parce qu'on va vous expliquer un peu le fonctionnement des inscriptions, le fonctionnement des emplois du temps. Vous allez pouvoir voir quelques professeurs qui vont prendre la parole, mais c'est pas du tout la majorité, mais il y en a quelques-uns. On va vous réexpliquer la licence, donc ça c'est un petit peu long, mais c'est pas grave. Et puis vous pouvez rencontrer vos camarades, donc c'est quand même pas mal. Et ensuite vous avez votre vraie rentrée, là où les cours commencent, où tout le monde a fait ses inscriptions, où tout le monde a son planning de façonner, etc. Donc, on va vous parler qu'il va avoir une date pour faire ses inscriptions en cours et façonner cet emploi du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va avoir 3 dates d'inscription. Pourquoi? Enfin, 3 dates et ou 3 horaires d'inscription. Pourquoi? Parce que vous aurez les inscriptions pour les cours des licences classiques correspondant à la spécialité de votre licence, les inscriptions pour les cours de langue et les inscriptions pour les cours de sport si vous voulez faire du sport. Voilà. Ce qui fait du coup 3 dates différentes, donc il faut être quand même assez au taquet. Normalement, la première, ça va être les inscriptions en cours hors langue, hors sport, du coup. Moi, ce que je vous conseille, c'est que les CM par cours, il n'y en a qu'un seul. Et du coup, c'est à horaire jour fixe. Donc, vous commencez par placer vos différents CM dans l'emploi du temps. Et ensuite, vous adaptez les différents TD qui sont... Il y a plusieurs TD à des jours et des horaires différents avec des professeurs différents. Et vous les casez en fonction des CM que vous avez déjà fixés dans l'emploi du temps. Je vais vous mettre un exemple parce que c'est peut-être pas archi clair, mais par exemple, si vous voulez étudier l'art du 19e siècle, vous aurez un CM et un TD à placer. Le CM, par exemple, ça va être le mercredi à 14h, et il n'y a pas d'autre choix. Ça sera le mercredi de 14h à 16h, et voilà quoi. Celui-là, vous le placez le mercredi. Et puis, le TD, par exemple, vous vous dites « Ah bah, peut-être que du coup, je vais placer le TD. Je vois qu'il y a un TD disponible le mercredi 16h30, 18h. Parfait, je vais placer ce TD juste après le CM. Et je vais pas prendre le TD qui est le lundi à 8h jusqu'à 10h, par exemple. Et donc ça va faire ça pour toutes les options que vous voulez prendre. Pour les cours de langue, ce n'est que des TD, il n'y a pas de cours magistraux. Donc pareil, ça c'est à caler dans votre emploi du temps. Et à faire bien attention parce que quand vous inscrivez sur les langues, on va pas vous rappeler tout ce que vous avez sélectionné par rapport à vos cours de spécialité. Donc bien penser à ce que votre cours de langue ne chevauche pas un cours que vous avez déjà pris. Pareil pour le sport. Et ça va m'amener à vous donner une très mauvaise nouvelle, c'est que les inscriptions qui s'appellent les inscriptions pédagogiques, c'est les inscriptions de la mort en fait. Enfin, il y a tellement de monde et il y a tellement... En fait, il y a tellement de monde et tellement de personnes parfois qui veulent faire un certain cours qu'il peut y avoir des TD qui sont pris d'assaut. Les CM, dans tous les cas, normalement, vous pourrez rentrer, il n'y a pas de souci. Mais le plus compliqué, c'est de choper les TD qui vous arrangent sur votre planning parce que il est très facile de façonner un planning où sur une semaine classique, par exemple, le jeudi, vendredi, vous pouvez ne pas avoir de cours sur 2 jours, par exemple. Si vous avez tout condensé sur les 3 premiers jours de la semaine, c'est des choses qui sont totalement possibles, ou même d'avoir une journée entière où vous n'avez pas de cours, c'est très très possible. Sauf que, bah, du coup, il faut avoir les bons TD, les cours qu'on veut, les bons cours de langue, etc. pour réussir à avoir un peu l'emploi du temps de notre rêve, l'emploi du temps qui nous arrange. Donc moi, ce que je conseille toujours, mais vraiment toujours, c'est de vous faire plusieurs emplois du temps. Comme il y a un certain nombre de TD disponibles, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir plusieurs modèles d'emploi du temps. Comme ça, si vous voyez qu'un de vos TD n'est pas disponible, vous savez que vous pouvez prendre, je sais pas, vous vouliez le TD numéro 1, et vous voyez qu'il est plus disponible, mais dans votre deuxième emploi du temps, vous aviez vu que le TD numéro 6, ça pouvait fonctionner et vous arranger, bah, vous pouvez tout de suite sélectionner le TD 6
parce que ces inscriptions, c'est vraiment une course contre la montre. Faut être très vif, faut être préparé. Genre, vraiment, j'ai l'impression que je vous raconte que vous allez partir à la guerre, mais vous allez partir à la guerre pour les inscriptions. Vraiment, c'est un traumatisme qui nous suit, même quand ça fait un moment qu'on a fini nos études. Il peut avoir des galères. Si vous avez des galères, s'il y a eu un problème de connexion, un problème de serveur, un problème de je ne sais quoi, vous pouvez appeler le secrétariat. Évidemment, je vous préviens tout de suite parce que dans ces moments-là, on est en grand stress. Le secrétariat, dans ces périodes, est évidemment extrêmement occupé. Donc, vous pouvez attendre quand même très longtemps pour avoir quelqu'un au téléphone. Et ce qui arrive aussi très souvent, c'est que les serveurs de la fac crashent tellement il y a de monde. Donc ça, c'est un pur bonheur. Autre spécificité sur ces inscriptions, donc tout ce qui va être de vos spécialités, c'est quand même principalement votre promo qui sélectionne ces cours. Mais pour ce qui est des cours de langue, vous êtes mélangé totalement avec toute la faculté. Donc c'est-à-dire toutes les licences, tous les masters, peu importe leur domaine, peu importe leur spécialité, vous êtes tous mélangés ensemble, ce qui fait que par exemple les cours d'anglais, c'est une horreur pour avoir le TD qu'on veut, parce que c'est la langue qui est la plus sélectionnée par les étudiants. Il y a énormément de TD qui sont proposés, mais c'est compliqué d'avoir ce qu'on veut, et surtout qu'il y a aussi des TD en anglais avec des spécialités. Vous allez avoir des TD d'anglais totalement avec un thème très général, type voilà, cours que vous pouviez à peu près avoir au lycée, mais souvent c'est quand même un peu plus intéressant. Et vous allez avoir par exemple des TD d'anglais spécialisés en économie. Vous pouvez y aller, mais c'est des TD qui sont priorisés pour les personnes qui font partie par exemple de la licence éco. Mais si c'est des sujets qui vous intéressent, vous pouvez quand même y aller. Il y a des TD anglais, il me semble, spécialisés cinéma, il y a des TD spécialisés sciences sociales, ce genre de choses. Donc, à voir ce que vous voulez. Mais c'est vraiment la guerre. Voilà, donc je vous conseille vraiment de faire plusieurs cas de figure, plusieurs scénarios pour ces inscriptions-là. Tout ça, enfin, ils vont vous réexpliquer un peu comment ça fonctionne pour s'inscrire, sur quelle plateforme aller, pour s'inscrire pour les cours, etc. Mais ils vont pas vous dire préparez plusieurs emplois du temps, c'est la guerre, c'est la merde, les serveurs ils crashent quand même très souvent, etc. Donc je vous le dis, genre soyez prêts. Après aussi, ce que je voulais vous rappeler, je crois maintenant, donc si les générations plus jeunes peuvent me confirmer, mais je crois que maintenant vous avez l'obligation de prendre au moins un cours d'archéologie et un cours d'histoire de l'art pour éviter justement que des étudiants ne se spécialisent tout de suite soit en archéologie soit en histoire de l'art sans découvrir l'autre discipline et se rendre compte un peu tard que au final ça leur plaît pas tant que ça et qu'ils auraient préféré faire l'autre discipline. Je trouve ça extrêmement bien, c'est important d'élargir vos champs de vision. Par exemple, vous adorez le 19e siècle, ne prenez pas que des cours autour du 19e, autour de la période contemporaine et d'oublier par exemple les périodes antiques. Vraiment, je vous conseille, parce qu'on va pas vous imposer d'avoir une frise chronologique large dans la sélection de vos cours. Les cours sont proposés et c'est à vous en tant que jeune adulte, mais adulte quand même si vous êtes encore jeune, d'avoir un peu cette ouverture d'esprit et de vous dire ça serait quand même bien que j'ai une frise large de l'histoire de l'art occidental. Donc il y a quelques cours hors Occident, mais c'est quand même très souvent orienté Occident. Donc moi je vous conseille vraiment aussi de regarder les cours qu'il y aura en L2 pour essayer de vous organiser et d'avoir des cours, au moins un cours dans chaque période. Moi, c'est ce que je recommande. Très souvent, en plus, par exemple, sur la période antique, c'est souvent des cours histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique, par exemple, art et archéologie de la Rome antique, art du Moyen-Âge, art et archéologie des arts islamiques. Vraiment, je vous conseille, et dès que vous avez quelque chose qui est en dehors de l'Occident, je vous conseille de le prendre aussi. C'est quand même important d'être assez large et surtout ça vous permet de voir différentes périodes qui pourront vous aider à choisir une spécialité quand ça sera le moment de choisir une ère chronologique, parce que par exemple à la fac on va se dire je sais pas, oh le médiéval ça m'ennuie, c'est rien d'intéressant, c'est trop
terre, c'est nul, machin. Et puis au final, vous allez au cours et vous vous rendez compte que c'est formidable, parce que c'est formidable. Donc vraiment, je vous conseille de vraiment élargir. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça peut arriver, par exemple, en fin de licence, qu'il y ait quelqu'un qui n'ait jamais fait d'art antique, par exemple, qui n'ait jamais fait de Moyen-Âge, etc. Et c'est quand même, enfin, je trouve que c'est quand même dommage de louper ces périodes alors qu'on nous les propose et que on a quand même des spécialistes de ces périodes qui nous font cours. Donc, allez-y. Ouvrez vos champs des possibles et pareil, il va y avoir des cours en dehors de l'histoire de l'art qui vont être proposés parce que l'histoire de l'art et l'archéologie est une discipline au carrefour d'autres disciplines des sciences sociales. Donc vous pourrez avoir accès par exemple à des cours de psychologie sociale, de philo, etc. Donc n'hésitez pas aussi à sélectionner ces cours-là qui pourront être de bons outils pour évoluer en tant qu'archéo ou en tant qu'historien de l'art. Voilà pour ça. Je pense que c'était un peu tout sur ce sujet. Si vous avez des questions, je vous recommande d'abord de regarder la story à la une où tout est détaillé parce que généralement sur ces périodes-là, j'ai toujours beaucoup les mêmes questions qui reviennent alors que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, que j'en ai déjà parlé en story, que j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc regardez d'abord cette story à la une et si votre question n'est pas là-dedans, n'hésitez pas évidemment à mettre un commentaire. J'y réponds toujours, même sur mes très vieilles vidéos, j'ai toujours les notifications et je réponds quand il y a des étudiants un peu en panique. Donc n'hésitez pas et on se retrouve du coup mercredi prochain pour la suite de ce cycle.